outro fator é entender que antes Toda experiência é esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Michel. Bonjour. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de participer à ces entretiens de la Fondation Jean Jaurès. Michel Charzat, député de Paris pendant un certain nombre de mandats, dirais-je. Maire également d'arrondissement pendant là aussi un certain nombre de mandats. Sénateur de Paris. Sénateur de Paris pendant quelques temps. Et puis surtout membre extrêmement important des directions successives du Parti socialiste. Et notamment membre animateur, j'allais dire fort, voire féroce parfois, du CRS, qui a joué, comme chacun le sait, un grand rôle dans le parti, et notamment dans cette fédération de Paris pendant de nombreuses années, en tous les cas pendant toutes les années 70 jusqu'au mi-temps des années 80. Donc Michel, tu es un des premiers à rentrer, à participer, en tous les cas, à l'aventure d'Épinay, mais ta relation avec le Parti socialiste ne commence pas à Épinay, ne commence pas, ou un petit peu après Épinay, comme beaucoup, mais elle commence un peu avant. Et donc j'aimerais d'abord qu'on revienne un peu sur ces prélogomènes, en quelque sorte, de ton engagement au sein du Parti socialiste. Très volontiers, c'est de l'histoire ancienne maintenant, puisque je dois remonter jusqu'à mai 68, n'est-ce pas? J'étais militant syndicaliste de la gauche pendant la guerre d'Algérie, à l'UNEF, où j'étais animateur de la section de l'UNEF de Sciences Po, où je militais donc dans ce mouvement. Mais je n'avais pas un ancrage ni un militantisme affirmé. J'ai suivi la campagne de 65 de Mitterrand. Je l'ai suivi même physiquement à plusieurs reprises dans la banlieue parisienne ou en province. Bon, ça avait marqué en moi cette aspiration à voir la gauche au pouvoir et donc à la rassembler. J'étais militaire en 68 et donc, entre deux permissions, j'ai pu assister au 3e colloque du CRS, qui est un mouvement dont on commençait à parler, notamment dans la presse, dans Le Monde, dans Le Nouvel Observateur. C'était commençait à être une petite référence, un collectif de jeunes gens qui aspiraient à rénover la doctrine et le programme socialiste. Donc à ce colloque qui a eu lieu dans les derniers jours du mois d'avril 1968, j'ai rencontré Chevènement, Mottchan, Gomez et quelques autres. Un colloque très intéressant d'ailleurs, auquel participaient notamment Mitterrand, Rocard, Canapa pour le Parti communiste. Quelques jours plus tard éclataient donc ce qu'on appelait les événements de mai 1968. J'ai rencontré Mottchan et Chevènement à leur travail, c'était à la Dreux, donc le ministère des Finances et de l'Économie de l'époque, et ils m'ont demandé d'adhérer à la SFIO, qui pour moi était un repoussant absolu, n'est-ce pas? La guerre d'Algérie, Guy Mollet, Suez, tout ça représentait pour moi un passif considérable. Mais j'ai adhéré à leur calcul. Alors calcul, il consistait à faire de l'entrisme à l'intérieur de la CFIO, cette vieille maison qu'il fallait démolir de l'intérieur pour pouvoir reconstruire la gauche, car la SFIO était un monument, certes en péril, mais qui encombrait la scène de la gauche. Elle représentait encore 12 à 15% des électeurs, elle avait encore quelques dizaines de milliers de militants et surtout de nombreux élus. Donc le pari de ces jeunes animateurs, ces troublions, ces galopins, c'était de rentrer dans la SFIO à contre-courant de tout ce qu'on expliquait ailleurs, dans l'Observateur, dans Le Monde. Cette gauche est complètement vermoulue, pour la dynamité de l'intérieur et pour essayer d'imposer une ligne qui était la ligne du rassemblement de la gauche, socialistes, communistes et autres, autour d'un programme commun. Ça m'avait séduit. Je trouvais que c'était intelligent. C'était très audacieux, mais intelligent. Donc j'ai voulu adhérer à la SFIO le soir d'un grand mouvement, d'une grande manifestation à Paris, plus laquelle, mettons le 10 ou le 13 mai 68. On m'avait demandé d'adhérer donc chez les étudiants, plus facile que dans la section locale, qui était verrouillée. Et donc j'ai voulu adhérer donc à la section des étudiants socialistes SFIO qui se tenait, je crois, rue Saint-Jacques. Et j'ai été accueilli par Thierry Pfister, qui aura ensuite une autre carrière. Conseiller. Bon, il m'a dit très bien, tu t'inscris, va dans ta section. La section locale, j'habitais le 16e arrondissement de Paris.
Donc j'ai voulu adhérer à la section du 16e, qui ne m'a jamais convoqué. Jamais, évidemment. J'avais moins de 50 ans, c'était très dangereux de faire entrer un jeune inconnu. Je n'étais pas parrainé. S'il faut être parrainé, il faut avoir 2 parrains. Hein. Bien. Donc, je n'ai pas pu adhérer à la SFIO, mais ensuite, il y a eu un processus d'unité partielle qui s'est développé, d'abord à Alfortville, le congrès d'Alfortville qui a eu lieu en mai 69, auquel j'ai participé. C'est la première fois que je participais à un congrès. Et au cours de ce congrès, je participais encore de délégué de la Fédération de Paris, du nouveau Parti socialiste. Bon, le CRS, donc, avait récupéré la Fédération de Paris par un putsch, disons les choses clairement, qui lui a permis de prendre la majorité avec l'alliance des poprénistes contre la vieille garde guédiste, molétiste, qui était en place depuis 1945. Puis, ce congrès d'Alfortville n'ayant pas vraiment clarifié ni la ligne ni les modalités du rassemblement, les conventionnels de Mitterrand s'étant tenus à l'écart, nous avons ensuite obtenu un second congrès dit de l'unité des socialistes, qui s'est réalisé donc en juillet à Issy-les-Moulineaux. Bien. Donc là, à partir de ce moment, c'est à l'intérieur du Parti socialiste, entre guillemets, rénové, mais très partiellement, puisque les conventionnels et tous ceux qui, syndicalistes et autres, avaient l'ambition de participer à la création d'un grand mouvement socialiste, s'étaient tenus à l'écart. Seuls les savaristes, un petit courant de gens qui avaient quitté le PSU, puis le PSA ensuite, autour de André Savary, de Alain Savary, s'étaient donc rassemblés avec les socialistes et quelques autres mouvements très vraiment minoritaires. Bref, ce nouveau parti n'avait pas clarifié complètement la ligne. Il avait dit oui, la ligne de l'Union de la gauche, c'est notre ligne, mais il faudra subordonner un éventuel accord de gouvernement avec le Parti communiste à un accord idéologique. Il faudra donc que les communistes renoncent à la dictature du prolétariat, etc. Bon. C'était la vieille tactique de la SFIO et de Guimond en particulier, de nourrir un dialogue qui n'avait aucune chance d'aboutir, puisqu'on sait très bien que les communistes n'allaient pas se faire harakiri, ni les socialistes se rallier au léninisme. Donc, pendant 2 ans, il y a eu une période très difficile pour le jeune groupe auquel j'appartenais, le CRS, à Paris. La fédération a été donc animée par Georges Sarr, postier, un homme qui a incarné à la fois un courant populaire, en même temps qui avait une grande expérience déjà de la politique, il était très malin. Jean-Pierre Chevènement, aux relations politiques, il y avait Mottchan, il y avait bien d'autres, Guy Denis, bien sûr, et moi j'étais trésorier. Donc pendant 2 ans, nous avons vivoté à l'intérieur du Parti socialiste très partiellement rénové, avec une ligne politique tout à fait ambiguë, puisque les élections municipales qui ont eu lieu à cette époque ont été marquées par la prolongation des alliances avec les centristes et avec la droite, notamment à Marseille, avec Gaston Defferre, et surtout dans un certain nombre de fiefs du nord et de l'est de la France. À Paris, nous avons voulu donner en quelque sorte l'exemple d'un aiguillon, d'une force qui bousculait les équilibres et les habitudes. Et donc, la Fédération de Paris a joué un rôle assez important. D'abord, elle a eu la très bonne idée de choisir l'emblème du futur Parti socialiste vraiment unifié, d'Épinay, c'est-à-dire le point et la rose. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'actions, activistes qui rompaient avec la mollesse du parti tel qu'il était devenu, donc des occupations de bouches de métro pour protester contre la hausse du prix du billet de métro. Nous avons protesté contre la guerre d'Indochine, ce que le parti nous interdisait de faire avec le mouvement de la paix. Nous avons tenu une conférence de presse, c'était en février, donc 70, c'est bien, oui, février 70, 71, je ne sais plus, février 70, au cours de laquelle Georges Sarr, premier secrétaire donc, a réclamé que le dialogue idéologique cesse pour que l'on aborde maintenant le dialogue visant à élaborer un programme commun. C'est une différence stratégique majeure. C'était stratégiquement majeur, et Savary n'a pas pu accepter cela, donc il nous aurait certainement exclus, enfin en tout cas blâmés, voire suspendus de la Fédération socialiste de Paris, si, par un hasard très heureux, Claude Fusier, qui était une personnalité tout à fait remarquable, un homme remarquable, un journaliste de premier plan, animateur donc du courant Guy Mollet, s'était trouvé dans les parages
est rentré pendant la conférence de presse. Bon, il savait qu'il y avait une conférence, il est venu. Et les journalistes se sont tournés vers lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition de Georges Sarr? Je suis d'accord. Donc, toute sanction était rendue impossible puisque l'un des principaux dirigeants du courant majoritaire, Fusier, avait en quelque sorte donné le feu vert. Et ça, c'était un hasard quand Claude Fusier rentre ou c'était quelque chose qui était... J'ai réfléchi à la question que vous aviez posée. En quelque sorte, pour reprendre votre terme, un peu aiguillonné, quoi. J'ai réfléchi à cette question. Parce que les rapports de Savary et de Mollet étaient, voilà, pour ne pas dire les choses, c'était pas au beau fixe, quoi, voilà, historiquement parlant. Je pense qu'il était en visite inopinée, mais soigneusement préparé. D'accord. Bon. Donc ça s'est très bien passé. Ensuite, le CRS, continuant donc, son avant-gardisme, a conclu un accord avec le Parti communiste, la Fédération communiste de Paris et la Fédération socialiste de Paris ont décidé de préparer en commun les futures élections municipales. Donc c'était un accord, non pas de gouvernement, mais un accord d'action commune portant élaboration d'un programme et surtout des listes communes pour les élections municipales de 1971. Bon, tout ça s'est développé donc avec d'intenses tractations pour savoir comment le Parti socialiste allait enfin réaliser l'unité ou une certaine forme de large unité des socialistes. Je passe sur les péripéties auxquelles le CRS a beaucoup participé, maintenant un lien étroit, enfin assez étroit avec François Mitterrand, avec les conventionnels, avec certains d'entre eux en particulier, qui étaient très proches de nos analyses, je pense au courant de Pierre, enfin, à la sensibilité de Pierre Jox, oui. Bien sûr, et quelques autres, même Estier. Oui. Bon, tout ça... Oui, ça c'est le lien parisien. Oui, Claude Estier, c'est le lien parisien. C'est un Parisien, bien sûr. Jox était toujours parisien. Était encore parisien. Encore élu, oui. Et nous avions des contacts avec un certain nombre de conventionnels, notamment, je pense, des gens de Toulouse, qui étaient très proches du CRS. À la limite, bon, à certains moments, ils ont manqué à adhérer. Bref, le congrès d'unité, après ces tractations et beaucoup de manœuvres, de fausses manœuvres et de coups de théâtre plus ou moins improvisés, tout ceci s'est réglé par la rencontre, le congrès d'unité qui a eu lieu en juin 1971 à Épinay. Bon, je ne rentre pas dans le détail, le congrès d'Épinay a été raconté 250 fois. Donc le CRS avait une position stratégique qui lui a permis, d'imposer la proportionnelle. À partir de la proportionnelle, il avait la possibilité, avec ses 8,5%, de faire la balance entre les deux tendances, la tendance Mauroy, Defer, Mitterrand, d'une part. Je t'interromps juste 2 secondes, je reviens là-dessus, parce que c'est un point qu'on oublie souvent de raconter. Oui. Mais c'est vrai que ce qui encore aujourd'hui, apparaît comme une règle d'airain quasiment de la vie du Parti socialiste, que cette proportionnelle, n'existait pas avant le congrès de 71. C'était la règle de la majorité qui faisait qu'il y avait certes une majorité, mais que ça ne permettait pas forcément aux différentes sensibilités ou chapelles d'exister. Absolument. Pourquoi vous, au CRS, vous en aviez fait un point d'orgue à ce point? D'une part, le système clanique de la SFIO qui faisait que les grosses fédérations, les 3 grosses fédérations, Nord, Pas-de-Calais et Bouches-du-Rhône, contrôlaient le parti. Oui, on appelait ça les Bouches-du-Nord. Oui, on appelait ça les Bouches-du-Nord. Donc, ils contrôlaient le parti. En plus, il n'y avait aucune démocratie interne. Les congrès étaient pipés, surtout à Marseille. Bon. Donc, les militants n'avaient rien à dire sur à la fois la ligne politique qu'ils auraient dû choisir et d'autre part sur l'élection de leurs dirigeants. Donc la proportionnelle, c'était d'une part une garantie de faire remonter quand même le point de vue des militants sur des motions, à partir desquelles donc, on pouvait répartir d'une manière équitable l'influence des uns et des autres. Et d'autre part, il fallait casser le système des délégations qui faisait que les fédérations et les sections disposaient de mandats en fonction des cartes qui avaient été payées. Donc on pouvait avoir une section de Marseille qui avait 1200 adhérents, elle avait payé 1200 cotisations, mais on votait une quinzaine ou une vingtaine. Donc il y avait une distorsion considérable entre les sections militantes, où en gros la moitié des militants votaient, ou les 3/4, et celles des grandes fédérations, où moins de 10%, parfois moins de 5% des militants s'exprimaient. Donc ça voulait dire qu'en achetant des cartes, on achetait finalement le contrôle du parti. Absolument. Donc la proportionnelle était très importante. Et ensuite, le choix des dirigeants élus directement par le Congrès, sur la base donc des résultats, était tout à fait important pour
promouvoir une forme d'ouverture. Fallait respirer, il fallait faire respirer, il fallait ouvrir les fenêtres, et il fallait permettre aux militants d'avoir le sentiment du pouvoir, et le sentiment que ce pouvoir correspondait à leur véritable opinion. Donc, ce congrès s'est joué par un coup de théâtre qui avait été soigneusement préparé de longue date, par des contacts étroits entre Mauroy, Mitterrand d'une part et Chevènement, Mottchan d'autre part. Le CRS hérite de 2 secrétariats importants sur les 10. Donc l'un pour Jean-Pierre Chevènement qui s'occupait du programme, et l'autre pour Georges Sard qui était chargé de l'animation, de l'organisation du parti et du secteur entreprise. Et moi je suis devenu permanent, donc dans cette fonction à laquelle donc Georges Sard était appelé. Il y avait, dans ces locaux que j'ai bien connus et que j'ai fréquentés pendant 4 ans, il y avait donc tous les mercredis une réunion de la direction du parti, du secrétariat, des 10 secrétaires, auquel assistait, je crois, un certain Gaston Defferre en tant que président du groupe à l'Assemblée nationale, et 3 permanents. Nous étions donc 10, 12, 13. Donc pour le courant Mauroy, c'était Roger Fajardy, un homme remarquable sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Votre serviteur pour le courant CRS, c'est le 3e permanent, enfin appointé par le parti, c'était Georges Filiou, mais lequel était en même temps secrétaire national. Donc il y avait 4 secrétaires nationaux qui représentaient le courant Mitterrand, Mitterrand lui-même, je crois, Estier, Filiou et Jox. Oui. Il y en avait 4 à la formation, Jox. Jox à la formation. Il y en avait 4 pour le courant Mauroy, Charles-Émile Lot, la fédération des Bouches-du-Rhône avec le poste très important à l'époque de trésorier. Oui. Jacquet. Avant les grandes lois de financement, donc voilà, c'est pour ça le sourire... Ne développons pas, je t'en prie. Ensuite, il y avait Pontillon, qui était sénateur, Robert Pontillon, un homme qui avait le contact avec les partis de l'International, qui était un homme de contact, de réseau, et Jacquet, qui avait été ministre sous la 4e République, un homme délicieux, qui était toujours soucieux de faire la synthèse et de rassembler. Voilà. Donc, j'ai eu le privilège, pendant près de 2 ans, de participer dans cette salle, tous les mercredis, de 10h du matin à 4h, 5h après, à des réunions où, dans une ambiance tout à fait extraordinaire de fraternité, en même temps de solidarité, ce groupe qui avait été très mal reçu par la presse, par l'opinion publique, par les communistes, comme un groupe putschistes, des gens qui n'avaient aucun ancrage, qui avaient capturé le contrôle de la SFIO par un hold-up. La presse était très sévère le lendemain du congrès d'Épinay, le Libération, à l'époque l'Aurore, Le Monde, tout ça disait ça ne tiendra pas. Bon. Et nous avions en même temps une opposition qui représentait 49% du parti, dont certaines grosses fédérations, le Pas-de-Calais en particulier. Il fallait donc être très solidaire et être investi par cette espèce de mission qui était finalement de renverser la table et de mettre en place une nouvelle formation fondée sur une démocratisation de son fonctionnement, une modernisation, comme on disait déjà à l'époque, du fonctionnement, et d'autre part par une ligne politique claire permettant de mobiliser la gauche. Et alors comment ça se passe, Michel, à ce moment-là, parce que c'est un moment charnière et peu raconté au final. Ce sont ces premiers mois, premières années où il n'y a rien, en fait. Il y a tout à fait. Il y a à la fois le réseau d'élus locaux, mais qui regarde ça avec suspicion pour une bonne pour partie. Pas dire plus. Oui. Et il n'y a pas de militants, ou très peu de militants. Et il y a des discussions à mener avec notamment le Parti communiste sur le plan programmatique. Absolument. Donc, comment à 14-15, ici, comment ça se passe? Quelle est la répartition des rôles? Est-ce qu'il y a... Tu l'as dit, en fait, il y a une espèce de solidarité qui dépasse toutes pas les divisions, mais les origines diverses. En tous les cas, et même les différences d'approche politique. Bien sûr, bien sûr. Gaston Defferre n'était pas spontanément sur la ligne de Chevènement. J'imagine bien. Mitterrand avait une vision extrêmement subtile, qui s'est révélée d'ailleurs géniale, de l'union de la gauche, n'est-ce pas? Il nous a toujours dit qu'il faut piquer 3 millions de voix aux communes. Il nous l'a toujours dit, dès le début. Donc, indépendamment donc, de ces, pas divergences, mais en tout cas de ces nuances et de ces parcours qui étaient très différents, il y a eu une véritable dynamique
et un mouvement je dirais, de découverte des uns et des autres. C'était formidable. Hein, moi, j'avais 28 ans. À l'époque, je découvrais, je voyais les ministres de la 4e République, Mitterrand, Jacquet, Defer, qui étaient pour moi pas des dinosaures, mais enfin des aînés, et des gens que je regardais avec, non pas suspicion, mais avec une certaine distance quand même. Hein, oui, parce que leur parcours politique voilà. ne correspondait pas exactement au tien. Et puis, il y avait des gens tout à fait remarquables, par ailleurs. Bon, ça s'est très, très bien passé sur le plan humain, et ça a permis, à mon avis, de surmonter un certain nombre de divergences. Dans la dynamique, Jacquet, qui était très modéré, eh bien, il s'est laissé prendre, et puis il a compris, et il a surtout joué un rôle de temporisateur. Mauroy est évidemment fondamental dans cette époque, c'était lui qui tenait le parti en réalité, enfin, qui tenait la majorité, et donc il jouait le coordinateur. Mitterrand avait pris le poste de premier secrétaire à contre-courant, ou à contre-cœur, mais bon, il avait estimé que finalement il fallait qu'il prenne parce que c'était quand même la marche pour aller plus loin. Et il a laissé le travail d'organisation à ce secrétariat, et notamment à Pierre Mauroy, qui avait sa confiance. Georges Sarr était chargé des fédérations, de l'animation du parti, donc c'était très important. Donc on a lancé un certain nombre de campagnes, on a décidé le parti à se joindre aux manifestations contre la guerre d'Indochine, ce qui était une rupture par rapport au atlantisme de l'époque précédente. Et puis c'était l'époque de l'élaboration du programme Changer la vie, dont Chevènement était chargé. Je crois que le congrès, je regarde mes notes parce que c'est loin tout ça, a été organisé donc en mars 72. Ouais. Très important parce que ce programme était en rupture également avec le ronron, entre guillemets, des social-démocrates classiques. Et ensuite, il y a eu l'élaboration, le chemin qui a conduit à la signature du programme commun de gouvernement un an plus tard. Donc en moins de 2 ans, le parti s'est un peu relevé, on a recréé, on a relancé des fédérations qui étaient complètement exemptes. Il y avait des fédérations avec 15 adhérents. Dans les Alpes de Haute-Provence, il y avait 15 adhérents. Donc on a quand même, par un travail de déplacement, de formation, de rassemblement d'un certain nombre d'élus qui avaient quitté le parti, on a remusclé en quelque sorte le parti, qui est passé de 70 000, 80 000 adhérents à 140 000, 6 ans plus tard, hein, au congrès de Pau, il y avait 140 000 adhérents. Donc ça a doublé, on a doublé. Et en même temps, on s'est attelé à développer une forme de militantisme rénové par des actions en phase avec la gauche et avec le mouvement syndical, dans les luttes, comme on disait à l'époque. Et des sections d'entreprise ont été créées. Ça, c'était la spécificité du CRS. Alors justement, oui. J'en viens là-dessus, parce que d'abord, c'est une fonction que tu as en réalité sous différents vocables longtemps occupé, et c'est une réalité du militantisme du Parti socialiste qui s'est évaporée au fil du temps. Elle a été très forte, les groupements de sections d'entreprise, les GSE, dans les années 70, oui. Un peu aussi au début des années 80, et puis petit à petit, cette spécificité dans le paysage politique a un peu disparu. Quelle était la philosophie qu'il y avait derrière la création de ces groupements socialistes d'entreprise? Les GSE existaient, du temps de la SFIO, qui étaient, bon... Mais moribonds, quoi, de manière... Ils étaient peu actifs, disons. C'était des amicales, en fait. Hein. Le pouvoir appartenait aux sections. Donc, on était un amical des gens de Renault ou des gens des PTT de Paris-Brune. Bon, très bien. Donc, on devait souhaiter que ces GSE puissent éventuellement, s'ils le souhaitaient, se transformer en section de plein exercice pour que les militants ouvriers ou salariés de base puissent participer à la vie du parti et l'infléchir. L'idée, c'était de faire rentrer le maximum de gens issus de la production, des travailleurs, comme on disait à l'époque, pour que le Parti socialiste cesse d'être un parti de notables ou un parti de fonctionnaires, essentiellement d'enseignants. Donc, redonner de la chair ouvrière, comme disait je ne sais plus qui, c'était d'ailleurs Gilbert Declercq, au Parti socialiste, ça valait d'ailleurs, et ça voulait dire créer des sections dans les secteurs les plus ouvriers, bon ça c'est le problème des fédérations, et notamment les entreprises où les militants étaient prêts à créer une section de plein exercice. Alors le problème était posé avec les syndicats. Soucieux depuis la charte d'Amiens de 1905 de l'indépendance du syndicat par rapport au parti politique, c'est là qu'il y a eu des tendances, c'est pour ça que ça n'a pas bien marché en réalité. Hein. Ça a très bien marché au début, nous avons créé, quand nous avons quitté la majorité, nous avons été exclus de la majorité au congrès de Pau. En 75. Voilà, on reviendra dessus. Parce que voilà, mais nous avions donc, à cette époque 800 implantations dans les entreprises, dont 200 en section d'entreprise.
Voilà, ce n'était pas négligeable. J'en parlais quelques milliers, peut-être 10, 15 000 militants qui étaient organisés, comme on disait, dans une section ou dans un groupe socialiste d'entreprise. Ça n'a pas bien marché pour 2 raisons. La première, c'est que les syndicats se sont braqués, notamment la CFDT. Nous étions donc dans une phase de socialisme autogestionnaire. La CFDT avait choisi en 71, après 68, donc un virage à l'ultra-gauche. C'était vraiment la lutte des classes et l'autogestion, le pouvoir des travailleurs dans l'entreprise. Plus prudent, le Parti socialiste avait choisi l'autogestion sous l'influence notamment du CRS, mais pas uniquement de lui. Il y avait des conventionnels et même des nouveaux adhérents qui ont poussé beaucoup. Donc le choix a été fait au congrès donc, de la Convention de Suresnes, avec Changer la vie. Et donc l'autogestion était le mot d'ordre, et donc dans les entreprises, qu'est-ce qui se passait? C'était les syndicats qui avaient tout à fait légitimement la représentation des salariés. Et l'arrivée de groupes et surtout de sections d'entreprises perturbait un peu le monopole des syndicats. C'était pas fait pour, mais enfin. Donc Pierre Mauroy, je me souviens très bien, a toujours été très réticent à l'égard des sections d'entreprises pour la raison que je viens d'évoquer. Tradition syndicale française. Il n'avait pas tort de ce point de vue-là. Voilà, donc il y a eu cette tension. Donc la deuxième raison, c'est le fait effectivement que sur l'autogestion, il fallait donner le pouvoir aux travailleurs, et c'était pas simple de le définir. L'autogestion telle que nous la concevions, c'était un processus fondé sur un triptyque lutte pour le contrôle, contrôle, autogestion. Alors ça voulait dire qu'on participait aux luttes des salariés de l'entreprise pour obtenir un droit de contrôle. Alors, c'était la cogestion. Donc, ce qu'on voulait, c'est la cogestion. Oui, mais on ne pouvait pas dire comme ça. On ne pouvait pas dire comme ça, parce que ça renvoyait à l'Allemagne, à la cogestion allemande et à la social-démocratie. C'était pas très révolutionnaire. Oui. En revanche, certains syndicalistes, certaines branches syndicales de la CFDT étaient sur une ligne gauchiste, maoïste pour certains ou trotskiste pour d'autres. Alors, tu faisais référence tout à l'heure au CRS et puis à ce congrès de Pau où le CRS quitte ou est viré de la majorité, oui, peu importe, à la limite. Justement, ce qui m'intéresse, un des éléments extrêmement intéressants de cette période, c'est la capacité du CRS à attirer à lui nombre de nouveaux entrants. Tu faisais référence aux 8,5% du CRS en 71, au congrès d'Épinay, au congrès de Pau, c'est 25%. Absolument. Oui. Donc c'est une progression, comment dirais-je, notable. Surtout que le parti a doublé. Voilà, multiplication par 3, alors que par ailleurs, comme tu le rappelais, le parti a doublé. Et il y avait notamment un certain nombre beaucoup de nouveaux entrants, parfois issus de la CFDT, dont certains auront d'ailleurs un certain nombre de mandats électoraux conséquents. Louis Martinet, Chérec, par exemple, ou Chérec, évidemment. Je pensais à Louis Martinet parce qu'à Paris, aux législatives de 86, si mes souvenirs sont bons. Mais par ailleurs, il y a aussi d'anciens du PSU qui arrivent et qui rejoignent le CRS et qui font une alliance. Et je pensais notamment, tu m'y faisais songer, en parlant de l'autogestion, à Gilles Martinet et à sa petite sensibilité politique. Et donc, comment cette arrivée massive à la fois de nouveaux militants et de l'influence du CRS, est-ce que ça a eu des conséquences sur la façon dont vous viviez vous-même au sein du CRS et dans vos rapports avec, évidemment, avec la direction nationale du parti? Alors, il est clair que pour un certain nombre de personnes qui avaient été échaudées par la SFIO, entrer au Parti socialiste, c'était une épreuve. Donc on ne pouvait y rentrer, pour certains, je dis bien, notamment dans les classes moyennes, intellectuelles et autres, que par le CRS. Très largement. Très largement. C'était le CRS, la voie d'accès pour les gens qui se situaient à la gauche, de la gauche socialiste. Donc Gilles Martinet était le premier à donner le signal, ça c'était dès 72, il a quitté le PSU avant tout le monde. Ensuite, il y a eu les assises du socialisme. Là, Rocard est venu avec une minorité, puisque la force, il est mis en minorité au sein du PSU. Le Parti socialiste unifié, le PSU, envoyait toujours ses dirigeants prendre des postes de responsabilité dans le Parti socialiste après les avoir mis en minorité. Ça, depuis Savary jusqu'à Rocard. Donc Rocard est rentré donc aux assises. Il est rentré donc d'ailleurs à la direction du parti à Pau. Avec lui quelques milliers de militants. Tout le problème a été pour le CRS, et pour Rocard d'ailleurs, de savoir comment faire les uns avec les autres. Il est évident qu'une grande chance historique a été manquée, c'était l'alliance entre le CRS et le PSU.
nous avions des divergences importantes sur le plan du programme. Rocard était beaucoup plus modéré sur le plan des nationalisations et il avait une grande réticence vis-à-vis de l'union de la gauche telle que nous la concevions avec Mitterrand. Néanmoins, il y avait une alliance évidente qui aurait pu se faire. Nous avions la force dans le parti, 25%, des milliers de militants formés, et Rocard n'avait pas beaucoup de militants, mais il avait la visibilité, il avait le soutien des médias. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur, c'était une complémentarité qui aurait emporté le parti sans doute, ou qui aurait forcé Mitterrand à composer d'une manière tout à fait forte. Mais il y a eu des discussions alors. Alors il y a eu des discussions très importantes. Alors, il y a eu une revue il y a eu qui s'appelle Frontières, entre l'alliance entre Martinet et Cérès, qui se termine pas très bien. D'ailleurs, voilà. Ça c'était avant. Et ça s'achève au moment des assises. Après, on s'est réunis de nombreuses fois au siège du PSU ou ici. C'était pas ici, c'était au siège du Cérès, c'était rue Beauregard, je crois. Oui. Et là, il y a eu des débats idéologiques. Alors, les débats tactiques sont souvent, même toujours, recouverts à gauche par des débats, par des discussions thématiques et idéologiques. Donc nous avions des débats. Il y avait d'un côté donc Rocard, Vivray, oui, Patrick Vivray, Le Garec, le Le Garec, que j'ai découvert par la suite, qui est un ami, un type formidable. Et il y avait du côté du Cérès, ceux que vous connaissez. Nous étions donc 5 de chaque côté, 5 ou 6. Ça a été très long, les réunions duraient des heures, et on coupait les cheveux en 4, pour être clair. Une chose nous a marqué, bon, ça vous fera peut-être sourire, ça te fera peut-être sourire, c'est que quand on sortait, on ne les comprend pas, ils ont un autre langage que nous, ils ne parlent pas comme nous, ils parlaient un langage sociologique, à la Touraine et autres. Ouais. Et donc, bon, à part cette anecdote sur la forme, sur le fond, bon, on a peut-être pu trouver un compromis, mais voilà, il y avait Chevènement, il y avait Rocard, et 2 ambitions, 2 hommes remarquables, jeunes. Bon, ils ne pouvaient pas s'entendre. Voilà, c'est ça le drame de la gauche du Parti socialiste de l'époque. Elle s'est divisée en ces 2 branches, et à partir de là, ce qui a donné à Mitterrand la possibilité de jouer de l'une ou de l'autre. Absolument. À chaque fois, il bon. 75 poches vers les Quand il fallait donner un coup de barre à gauche, on appelait Jean-Pierre Chevènement. Quand il fallait donner, je ne suis pas à droite, mais enfin, qu'il fallait donner des gages aux gens responsables, n'est-ce pas, ce qu'on appelle aujourd'hui le sac de la raison, il fallait appeler Michel Rocard. Mais à ce congrès donc de Pau, une partie de la CFDT, une grande partie de la CFDT a adhéré, enfin une grande partie des dirigeants. Sur les 20 membres du bureau de la CFDT, il y en a 17 qui ont adhéré au Parti socialiste. C'est extraordinaire. Et mon maire, tous les chefs ont adhéré. Sur les 16 qui ont voté, 10 ont voté pour la motion du CRS. 10 sur 16, notamment le numéro 2, Michel Rolland, qui était dans ma section, dans le 20e, et bien d'autres. Est venue alors massivement, de manière importante, la gauche socialiste, qui était animée par Pierre Héritier, oui, bien sûr. Et un certain nombre de PSU qui ont quitté Rocard, Garnier, qui était la Loire, qui était un des barons du Parti socialiste unifié, ont rejoint le CRS. Et il y a eu là une synthèse qui était très intéressante, parce qu'on parlait toujours de la classe ouvrière, etc., mais là on voyait arriver des pans entiers de la CFDT, notamment les pays de la Loire, avec Gilbert Declercq, qui est un militant ouvrier extraordinaire, et la région Rhône-Alpes, avec Pierre Héritier, plus les secteurs comme bon, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, j'ai tout ça en tête. Et là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'était la chance du CRS d'attirer quelques milliers de militants formés, très formés, qui voulaient faire le pari du parti, qui avait fait le choix de franchir les limites de l'action syndicale pour entrer dans l'action politique. Ils avaient fait un choix qui était compliqué pour eux. Ils étaient donc sous l'influence d'un petit groupe dont Pierre Héritier était le leader, qui avait une formation marxiste maintenant. Il y avait un idéologue qui s'appelait Capdevielle, qui était leur idéologue, et avec lequel on s'entendait bien au début, mais très très bien, bon, pour dénoncer les turpitudes, entre guillemets, de la majorité. Mais ça n'a pas marché. Alors pourquoi ? C'est la culture politique qui est trop différente ? Alors, 2 choses. Premièrement, la culture politique était trop différente. Nos amis, et je regarde beaucoup cet échec, nos amis de l'époque avaient une culture qui était la démocratie syndicale, où on disait tout et on votait partout. Au CRS, on ne votait pas. C'était le consensus. On disait que c'était le centralisme dialectique, n'est-ce pas ? Fine allusion. Bien. Et donc, on ne votait que pour l'élection. Alors, on votait pour élire nos dirigeants, quand même, et au vote secret, contrairement aux autres courants. Donc, c'était relativement démocratique. Mais pour l'élaboration de la ligne, pour la tactique, il y avait la pratique du consensus. On parlait pendant des heures, et à la fin, il y avait un consensus.
2-3 personnes n'étaient pas d'accord, mais bon, il y avait un consensus. Ça n'a pas marché avec les gens de la CFDT, qui étaient habitués à autre chose. Et qui dit, nous, dans la classe ouvrière, on a l'habitude de... Bon. Et donc ça, il y a eu une première divergence. Et la deuxième divergence, elle était liée au fait qu'après le congrès de Pau, Héritier, qui venait quand même avec 40... Il représentait 40% de la CFDT, c'était pas rien. Hein. Oui, bien sûr. Il aspirait tout naturellement à prendre des responsabilités dans le parti. Et donc, ils ont pris, ses amis ont pris la Fédération socialiste de la Loire. C'était majoritaire. Mitterrand et la majorité ont dissous la fédération. Voilà. On n'a pas pu les sauver. On n'a pas pu. Bon. Là, c'est un divorce. Ils ont dit, bon, ils sont incapables, quoi. Ils sont incapables. Ça ne sert à rien d'aller. On va se faire triquer, on va se faire matraquer par la direction. Autant revenir dans l'action syndicale. Quoi. Voilà. Ou quoi, en tous les cas, y rester. Voilà. Donc voilà, ça c'est un rendez-vous manqué. Le premier rendez-vous manqué, c'est avec Michel Rocard. Le deuxième, c'est avec Héritier et la gauche syndicale, qui représentait quelques milliers de militants aguerris, notamment les gens, je dis que les gens de Saint-Nazaire, c'était quelque chose hein, quand ils faisaient. Bien sûr. Alors, dernière chose concernant l'élargissement du CRS, bon, c'est également le fait que le courant catholique de gauche, chrétien de gauche, est passé en grande partie par le CRS. Il est passé en partie par le PSU, évidemment, mais également par le CRS. Contrairement à ce qu'on pense, le CRS, qui était très laïque déjà, à l'époque, a recueilli une bonne partie des catholiques de gauche. D'abord, dès Épinay, il y avait ça s'appelait, Lavaux, c'était la Vie Nouvelle. Hein. Oui, ensuite, il y a eu les gens de Témoignages chrétiens. On a été très liés à Séguillon, qui a fait une carrière médiatique, l'on sait, Claude Gau, Montaron. Bon, ils étaient vraiment très proches. Là, ils étaient vraiment intégrés dans l'équipe. Et puis, j'ai vu une analyse sociologique du congrès du Parti socialiste. Les dirigeants, les animateurs du CRS, c'était une étude qui a porté sur plusieurs milliers de militants, 18% d'entre eux étaient des catholiques pratiquants. 18%, c'est considérable. Et 12% dans la direction. Donc, cet apport, la CFDT, les syndicats, les catholiques de gauche, ça fait que le CRS est devenu vraiment autre chose que le CRS initial, qui était une toute petite boutique, entre guillemets, des ENA, comme on disait, enfin des gens qui avaient donc des professions représentant ce qu'on peut appeler la classe dirigeante, moderniste, de gauche. Des technocrates de gauche, comme disait Popren, la social-technocratie, nous vouée aux gémonies, on dit vous êtes pire que les anciens collaborateurs, DA, vous êtes synarchie, vous êtes technocrate. Bon, je fais une parenthèse, paix assez sombre. Et donc, cette petite boutique s'était donc constituée autour d'un certain nombre de dirigeants jeunes, représentant l'encadrement de ce qu'on peut appeler l'économie, hein, c'est des économistes ou des hauts fonctionnaires, plus les postiers. C'était ça hein, au début. C'est devenu un mouvement qui regroupait, qui avait quand même 20 ou 30 000 personnes qui votaient pour et plusieurs milliers qui participaient aux réunions des sections et aux réunions des groupes du CRS qui s'étaient organisés en parallèle. Ce n'était pas un parti dans le parti, mais c'était presque un parti dans le parti avec des réunions parallèles qui préparaient les réunions de section, les réunions de congrès, qui avaient sa presse autonome. Presque un parti dans le parti. C'était une tendance organisée. Oui, disait, bon, mais les autres faisaient la même chose. Bien sûr, Rocard avait la même. Bien sûr. Chacun avait son bulletin, chacun avait son journal, chacun avait ses réunions particulières, sa formation particulière. C'était quelque chose qui s'est développé très rapidement dès 1975. Alors, je vois le temps passer, j'aimerais faire un petit saut justement dans le temps. Oui. Parce qu'on a bien compris le rôle structurant pour le parti, mais évidemment aussi pour toi, du CRS dans ton évolution politique et intellectuelle. Et la place assez importante du CRS. Bon, cette place se confirme tout au long des années 70, on passe sur le congrès de Metz, etc. Passons, et sur les premières années d'expérience gouvernementale, même si évidemment on pourrait y passer beaucoup de temps. Non, je voudrais t'interroger justement sur cet aspect du CRS qui m'amènera d'ailleurs à la dernière question qu'on avait prévu d'aborder tous les deux. C'est ce moment où, après la transformation du CRS en socialisme et république, donc à la moitié des années 80, 85-86 à peu près, où il y a déjà une évolution, rien que par le titre, déjà, avec quelques-uns, milieu, début 90, et ça se cristallise au moment de la guerre avec l'Irak, avec quelques-uns, vous, toi et d'autres, vous décidez de quitter le CRS alors que vous faites partie des
des responsables historiques du groupement de Jean-Pierre Chevènement. Pourquoi à ce moment-là le quittez-vous? Est-ce que c'est une rupture ou est-ce que c'est le fruit d'une évolution au final assez lente, oui, marquée comme ça de petites pierres qui font qu'il y a une cohérence de parcours, mais que cette cohérence de parcours, elle ne peut pas passer par une rupture franche, en tous les cas, dès le premier abord dans ces années. Excuse-moi de ce saut temporel, hein, mais c'est mais il faut le faire. Bien aborder cette partie qui est méconnue. Bon, alors cette partie est méconnue, effectivement, parce que le CRS a opéré une mue en socialisme et république. C'était donc l'adaptation à une nouvelle situation politique qui nous avait donc conduit à abandonner ce qu'on appelait la stratégie de rupture pour une stratégie de repli sur une ligne républicaine. Hein. Moi, j'ai parfaitement adhéré à ça. J'étais l'un des plus allants avec Chevènement pour cette mutation. Je me rendais compte que l'effondrement du communisme, le néolibéralisme triomphant partout, il fallait prendre acte de cela et se camper sur ce qui pouvait permettre de résister. C'était donc l'idée d'une politique fondée sur les principes et les valeurs de la République. Bien. Ça, j'étais en plein accord avec Chevènement, alors que d'autres renaclaient, hein, notamment Mottchan et quelques autres. C'est vraiment compliqué. Hein. On a perdu des plumes, d'ailleurs, dans cette affaire. Mais pourquoi est-ce que, ça c'était vers 84-85, hein, pourquoi est-ce que 5 ans plus tard, il y a eu cette rupture qui est intervenue, c'était en 91, février 91, sur la guerre d'Irak. Il y a eu effectivement une lente dissociation. Humainement, c'est très difficile, car nous étions, compte tenu des événements, très soudés. C'était presque, bon, c'est pas un clan, mais bon, il y avait quand même un côté familial, hein, soyons clairs. Ouais. Bon, et puis une hiérarchie, bon, c'était... Oui, puis des relations amicales depuis 20 ans, quoi. Très amicales. Moi, je passais toutes mes vacances avec Georges Sarr. Hein. On ne se quittait pas. Bon, c'était vraiment... tout était partagé, c'était formidable. Je parle des dirigeants, hein, des 5-10 dirigeants, bon, qui avaient vraiment... il y avait un collectif, c'était pas simplement Chevènement, c'était un collectif, on discutait de tout, ça durait des nuits entières. Bon. Et on avait une grande amitié. Mais, personnellement, et quelques autres, on a considéré que... Alors, je mettre les pieds dans le plat, que la tactique de Jean-Pierre Chevènement, un pied dedans, un pied dehors, nous faisait perdre des deux côtés. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Bon. Soit vous avez le choix qu'a fait Pierre Jox et d'autres, ou Jospin, hein, d'être vraiment dans la majorité, de travailler d'intérieur et éventuellement de pouvoir être promu ensuite, Premier ministre ou autre. Et Jean-Pierre Chevènement n'a pas fait ce choix. C'est un homme de grande rigueur intellectuelle, mais qui était partagé par à la fois ses ambitions légitimes, c'est un homme tout à fait remarquable, et en même temps les désaccords qu'il pouvait avoir. Donc quand il était vraiment en désaccord, il ne pouvait pas assumer ça, et il a quitté 3 fois le gouvernement. Bon. Alors à la fin, à droite, à gauche, dedans, dehors, ça faisait désordre et on ne savait pas très bien où on allait. On avait le sentiment d'être un peu soumis à une tactique personnelle. Voilà, je suis très clair. Hein. Tout en étant d'accord, en gros, sur l'essentiel. Hein. Oui, même si pas forcément des divergences idéologiques majeures. Il y avait quand même une certaine... Moi, j'avais une certaine nuance par rapport au tiers-mondisme du CRS, ouais. ainsi que d'ailleurs, oui, Georges Sarr. On n'était pas tout à fait d'accord sur... Bon. Mais enfin, on l'a surmonté. Ça se régulait, quoi. Ça se régulait tout à fait. Sur la tactique, non. Il y a eu un problème. L'effondrement du communisme, enfin de l'Union soviétique, en fait, nous a convaincus que c'était une autre période, et qu'on ne pouvait pas, à la fois, à l'extérieur, faire une politique gaulienne, qui me paraissait très, très bien, pour du temps où il y avait une Union soviétique, et à l'intérieur du temps où il y avait un parti communiste, faire, non pas la balance, mais être un petit peu entre les deux pour essayer de tirer le parti à gauche. Hein. Ça ne marchait plus. Ça marchait plus. Le parti communiste s'était effondré en France, il est tombé de 21% à, je ne sais plus comment, 6%, 5%. Et à l'extérieur, le tiers-monde n'existait plus, ce qu'on appelait le tiers-mondisme politique n'existait plus. Et l'Union soviétique n'était plus l'autre pôle de l'organisation bipolaire du monde, n'est-ce pas? Et donc, voilà, je crois que Chevènement a fonctionné peut-être d'une manière un petit peu trop conservatrice, enfin, trop conservatrice par rapport à l'évolution. Donc, voilà. Bon, ça, c'est l'explication, c'est un peu noble. L'autre explication, c'est que peut-être on avait assez d'être conduit à se déliter, puisque au congrès de Metz, congrès de Rennes, pardon, et ça, c'est tombé à 8,5%. Revenu à... Alors, il revient avec 8,5%. Quoi. Moi, je deviens secrétaire national au projet, oui. Et je fais le lien avec la question. Là, pendant un an, j'organise une grande consultation
des forces vives du pays, notamment des intellectuels. Alors attends, est-ce que cette nouvelle responsabilité qui t'échoit, c'est-à-dire de préparer en fait le congrès de l'Arche, qui se veut le congrès de la rénovation idéologique, voilà, on va y revenir. Est-ce que c'est ce qui t'amène à prendre conscience, c'est pas le bon terme, à clarifier, y compris dans ta tête et dans tes choix politiques, ta rupture avec Jean-Pierre Chevènement? Parce que c'est quasiment une rupture avec Jean-Pierre Chevènement, plus qu'avec le CRS presque, avec Socialisme et République. Bien sûr. Est-ce que c'est ce travail-là qui, en quelque sorte, qui cristallise, ou est-ce que finalement c'est plus la fin d'une aventure individuelle politique et que par ailleurs il y a cette préparation du Congrès de l'Arche? Oui, non, les deux. Chevènement m'avait demandé de prendre donc le secrétariat au projet. Il en avait fait 2, mais toi tu vas le faire. Bon. Et l'objectif, c'était quand même de cliver, soyons clairs. C'était cliver. Bon. Alors, au terme de cette réflexion que j'avais entreprise donc au lendemain, au bout d'un an, j'avais, non pas clarifié, mais j'avais quand même complexifié ma réflexion. Quand on travaille avec Edgar Morin, quand on voit Paul Ricoeur, quand on voit un certain nombre de personnes de cette qualité, je travaillais avec le débat, je travaillais avec Nora, avec Gaucher, avec tout ça. Au bout d'une année, j'avais quand même écrit plusieurs livres avant sur ce que j'appelais La France et le déclin. C'était en fait le projet socialiste. En fait, j'ai pas eu trop de problèmes pour faire le projet socialiste parce que j'avais écrit un livre de 300 pages qui était un pré-projet socialiste. Donc, j'ai adapté ma réflexion, qui était parallèle à celle du CRS, parce que j'étais sur un certain nombre de secteurs idéologiques un petit peu marginal. Moi, j'étais par rapport au CRS, qui était un peu rigide, j'étais sur une logique qu'on peut qualifier de socialisme libertaire. J'étais inspiré par l'austro-marxisme, j'étais inspiré par Socialisme et barbarie de Castoriadis et de Yvon Bourdet, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Bon, bref. Donc, peut-être qu'un certain nombre de désaccords qui étaient tout à fait surmontables sont apparus et m'ont peut-être permis, voilà, soyons clairs, d'aller au bout de ma démarche d'autonomisation. Donc, au bout d'un an, j'étais autonome. Pourquoi ? Parce que Pierre Mauroy, avec une grande intelligence et une grande amitié, m'a fait entièrement confiance. Il ne m'a jamais demandé quoi que ce soit en 2 ans. Vous vous rendez compte ? Jamais quoi que ce soit. Oui, puis tu n'étais pas un inconnu pour Pierre Mauroy. Non, il avait confiance en moi. Il avait confiance en moi. Mais enfin, tout de même, vous vous rendez compte, il m'a donné les moyens de faire le projet socialiste sans jamais m'imposer la moindre condition, ni même m'en parler. Il me dit, je te fais confiance. Tu as toute ma confiance. Donc j'étais seul. Chevènement est un petit peu déjà marginalisé au sein du Parti socialiste, avec cette responsabilité magnifique qui est d'élaborer une projection de l'avenir du socialisme en Europe, dans un monde qui changeait énormément. Bon, bref, je suis pris piqué d'intérêt pour cette aventure intellectuelle et politique. Et au bout d'un an, j'avais élaboré une première synthèse, laquelle synthèse a été soumise aux militants à travers un questionnaire, à travers un certain nombre de rencontres. Il y a eu quand même 60 000 militants qui ont participé à cette affaire, 1000 réunions, et on a fait la synthèse de tout cela. Et à l'été de 1991, je disposais d'un riche matériau, les 250 auditions, les réunions thématiques, les séminaires, les rencontres. On avait fait 2 séminaires avec le gouvernement à jouer le tour, et une deuxième à la Maison de l'Amérique latine. Pendant 3 jours, on avait dit c'était quand même, il y avait une dynamique intellectuelle qui s'est développée, intellectuelle et politique, qui s'est développée d'une manière assez remarquable. Et donc, lorsque Jean-Pierre Chevènement a désavoué les membres du bureau, les membres de son courant du bureau, qui en février 1991 ne se sont pas désolidarisés de la France et de sa participation à la malheureuse aventure par ailleurs de l'Irak, il a envoyé un communiqué très sec disant « ces gens-là, je les désavoue ». Bon. Alors là, la rupture est devenue presque humaine, vous voyez. C'est très dur. Moi, je me suis retrouvé tout seul dans mon bureau et j'ai fait un communiqué auquel se sont joints Planchou, Nicole Bricq, Bockel et, au total, une dizaine de députés. C'était pas rien, 10 sur 16. Bon. Voilà. Et là, la rupture était irréversible, malheureusement, d'un certain point de vue, parce que le facteur humain jouait. Le facteur humain. Moi, je n'ai pas eu la possibilité, ou j'aurais presque le courage d'aller l'affronter. Chevènement n'a pas eu non plus l'intelligence de c'est une rupture par communiqué, c'est pas une rupture... Voilà, rupture par communiqué. Alors après, on s'est réconciliés. J'ai un meilleur rapport avec Jean-Pierre. C'est un homme remarquable et qui lui-même est passé outre
quelques années plus tard, ce qui lui est apparu quand même comme un coup de Jarnac, soyons clairs, parce qu'on partait avec 10 députés, hein, c'était pas rien. Ouais, 3 membres du bureau sur 4. Le 4e, c'était Chevènement. Il était tout seul. Guy Denis, qui est un homme délicieux, un diplomate né, a évité la rupture, mais il s'est quand même solidarisé. Enfin, il était membre des 3 qui ont assumé donc cette position et qui ont continué à siéger au bureau, sachant qu'il y avait donc 2 CRS pendant quelques temps, c'était horrible. Il y avait le CRS officiel qui est le CRS maintenu, Jean-Pierre Chevènement, et le CRS dissident. Voilà. C'était une période assez trouble et assez triste de certains points de vue. Alors ensuite, il y a eu le congrès Alors, le congrès de l'Arche, justement, il y a quand même... Parce que quand on se replonge un peu dans les travaux, y compris dans la presse de l'époque, le congrès de l'Arche apparaît vraiment comme un moment d'aggiornamento du Parti socialiste, etc. Avec le recul, donc c'est toujours plus facile avec le recul, 30 ans après, parce que c'est 30 ans après, est-ce que tu penses que le PS qui en sort... Parce qu'on l'a oublié, parce que ça a été ensuite, c'est le congrès de Rennes d'abord, c'est les échecs de 92, de 93, etc. La rénovation faite d'une autre manière par Jospin en 95. Donc finalement, c'est comme si il était un peu omis, mis de côté ce congrès. Est-ce que tu penses que c'est un congrès qui a laissé des traces, ou est-ce que ce fut finalement qu'un moment un peu fugace de la rénovation l'adaptation du Parti socialiste au nouveau contexte géopolitique que tu as décrit tout à l'heure? Bon, c'est un moment fugace. En fait, les principaux dirigeants, les chefs de courant, ne se sont pas impliqués, sauf Rocard. Rocard était Premier ministre, il me recevait et on travaillait ensemble. Il m'a même écrit une page que j'ai glissée, personne ne le sait, je le révèle aujourd'hui, il y a prescription, dans le projet socialiste, dans le texte. Donc Rocard s'y est intéressé beaucoup, c'est un intellectuel. Il a toujours considéré que c'était le texte programmatique le plus remarquable du PS depuis 1945. Et il avait conseillé à ses amis d'y participer. D'ailleurs, ils ont participé, notamment un certain nombre d'entre eux, j'appuie un petit peu. Ils ont participé. Le CRS, à la fin, commençait à être réticent. Chevènement moquait ce qu'il appelait la complexité, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait introduire dans la vie politique, comme dans la réflexion, la prise en compte de la complexité. Quand on fait quelque chose, on n'est pas certain, il y a des effets pervers, il peut y avoir des effets non voulus. Bref, il moquait un peu cela, donc le CRS qui le restait a freiné. En partie, seuls ceux qui vont ensuite quitter le CRS m'ont beaucoup aidé. Guylaine Toutain, n'en parlons pas, nous sommes ici dans une maison qu'elle a fréquentée depuis 40 ans, Bockel, Planchot, qui a joué un rôle important, et quelques autres, Gattel, Forny, mais, alors soyons clairs, les Popren, Jospin et autres ne sont pas passionnés, vraiment pas passionnés. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils se sont... Et les Fabusiens, est-ce qu'ils s'y sont passionnés? Alors, les Fabusiens, c'est différent. Les Fabusiens, Fabius a apprécié, il a beaucoup apprécié la démarche. Il m'a fait des compliments que je garderai pour moi. Et donc, lui, c'est également un intègre. Je ne développe pas. C'est un homme de qualité exceptionnelle. Donc, il avait vu l'intérêt. D'ailleurs, il va me promouvoir numéro 3 du parti. Après, Fito... D'où ma question. Voilà. Je ne l'ai pas pour autant rejoint, je suis resté fidèle à Pierre Mauroy, je l'ai rejoint beaucoup plus tard. Bref, voilà, donc c'était comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Voilà. On avait fait un gros travail qui avait été salué à l'extérieur. Les militants ont été tout à fait reconnaissants. Il y a eu un enthousiasme formidable à la fin du congrès. Je me souviens très bien qu'à la fin, quand on a annoncé qu'après Jaurès, Blum et Mitterrand, il fallait continuer. J'étais à la tribune, je faisais le rapport. La salle s'est levée et il y a eu 4 minutes d'applaudissements, comme dans les partis communistes, mais c'était spontané. J'étais à côté d'un rocardien. C'était Fuchs, c'est Gérard Fuchs, il m'a dit il faut avoir vécu ça dans sa vie une fois. Il y a une émotion. Ça a duré ce que dure la rose, n'est-ce pas, l'espace d'une journée ou 2 journées. Donc ça n'a pas eu d'influence, soyons clairs. Les chefs de courant n'étaient pas impliqués directement. Ça ne servait pas leurs intérêts. C'était Mauroy qui animait ça, c'est Mauroy qui a permis cela, c'est là qu'elle a couvert.
Il l'a couvert, il l'a défendu. Mais évidemment, Mauroy était le garant de l'unité, comme l'unité n'existait pas depuis longtemps en tout cas. Les courants n'ont pas véritablement joué le jeu. Et en dehors de Rocard d'une part et de Fabius d'autre part, qui, à leur manière, s'y sont intéressés, j'ajouterais Bérégovoy et Édith Cresson, les deux premiers ministres qui sont succédés après Rocard, pendant la période d'élaboration du projet socialiste, me recevaient régulièrement. Ils étaient passionnés. Ils disaient, ça nous change. Au moins, tu fais autre chose que ces socialistes qui se bouffent le nez. Mais c'était des gens de grande qualité qui avaient envie un peu de s'aérer et de trouver peut-être autre chose à faire de leur journée que de la tactique. Je parle des dirigeants socialistes. Il n'y en avait pas beaucoup, 2 ou 3. Voilà, donc la réalité, c'est que ce congrès qui a eu un très bon impact dans l'opinion, ceux-ci sont capables de faire autre chose que se bouffer le nez, n'a pas eu de retombées très importantes, alors que dans la presse, notamment, moi, je veux dire d'une manière c'est un peu, comment dirais-je, ridicule, mais j'ai été stupéfait par l'accueil d'un certain nombre de médias, notamment, pas par l'Observateur, qui n'a jamais pu faire autre chose que soutenir Rocard. Ils auraient pu... Je prends Jean-François Kahn. Jean-François Kahn, dans son hebdomadaire, avait fait un aussi de 8 ou 10 pages sur les 3 textes qui vont révolutionner la pensée politique. Il y avait Ivan Illich, un livre d'Ivan Illich, il y avait Solzhenitsyn, je ne sais plus quel, et il y avait le projet socialiste. C'était formidable quand même. Finalement, tout ça fut un moment fugace. Voilà, ça durait 15 jours. Voilà, 15 jours. Ensuite, Fabius a considéré que c'était un très bon travail, donc il m'a donné des cartes blanches pour la possibilité de continuer. Donc j'ai fait le programme, j'ai rédigé le programme socialiste à Bordeaux, congrès de Bordeaux, lequel congrès de Bordeaux se contrefoutait totalement du programme qui allait conduire à nos candidats aux législatives, mais totalement. Je devais prendre la parole pour présenter donc le programme sur lequel les socialistes allaient se compter devant le corps électoral. Popren, qui était donc le président de la salle, ne m'a pas donné la parole. Il a fallu que j'arrache le micro au bout de 4 heures pour, entre deux interventions sur le style défendant notre pauvre camarade Emmanueli, qui a été brimé par la justice bourgeoise puisqu'il avait été condamné. Tout le congrès tournait autour de Emmanueli et de la manière dont il fallait se dépatouiller cette affaire. C'était scandaleux, franchement, je dis aujourd'hui en toute simplicité, de voir qu'un congrès qui était donc organisé sur le programme et sur la préparation des élections législatives a été totalement dévoyé par l'émotion légitime, certes, de voir Emmanueli traduit en justice et condamné pour l'histoire qui, évidemment, qui ne mettait pas en cause sa honnêteté, qui était absolument... Oui, financement illégal. Financement illégal à l'époque, Et disons qu'il était injustement, victime d'une règle qui s'imposait brutalement. Voilà, donc... Même le programme, c'est-à-dire la manière dont on allait aborder les élections, ça ne l'intéressait pas. C'était uniquement un parti qui était replié sur lui-même et qui vivait le drame de savoir comment on allait se tirer de cette affaire dans laquelle un de ses dirigeants était impliqué, n'est-ce pas ? Voilà, donc je ne me fais aucune illusion sur l'impact rétrospectif de cette affaire. C'est un moment intéressant d'unité socialiste qui a permis de changer, de faire tourner une page, qui a permis surtout à Mauroy de quitter la direction du parti la tête haute en janvier, début janvier. Il nous a appris qu'il nous quittait, il y avait autre chose à faire. Et voilà. Eh bien, on terminera sur ce moment fugace. Merci Michel pour ce rappel sur à la fois le CRS, la Fédé de Paris, les débuts de, la reconquête en quelque sorte par le Parti socialiste, même si on termine par l'évocation de la fugacité de l'idéologie et des programmes idéologiques dans les partis. Merci Michel. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.